Rencontre en Gascogne sur Cool Direct. Rencontre en Gascogne sur Cool Direct. Bonjour à tous, chers amis auditeurs, bienvenue dans cette rencontre en Gascogne, toujours en compagnie d'Hélène Pradas-Billot. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Marc. De nouveau, donc, notre invitée dans cette rencontre en Gascogne. Alors, je rappelle, vous êtes romancière, bien sûr. Vous étiez déjà venue nous parler de votre premier livre, donc, qui s'appelle Jour Blanc, c'est ça ? Les Jours Blancs. Les Jours Blancs. Exactement. Et là, vous revenez donc pour nous parler de Belle Lurette. Alors ça, Belle Lurette, c'est quoi ? C'est un roman, ça ? C'est un roman. Oui. C'est un roman. C'est un roman qui raconte la vie d'une femme peintre qui, le jour de ses 80 ans, peint son dernier tableau et qui, à l'occasion de cette journée, se remémore sa vie. Le Maroc dont elle est originaire, son arrivée en France, sa vie, les hommes qu'elle a aimés, la façon dont sa vie de peintre et sa vie de femme se sont entrecroisées. Voilà, c'est un thème la peinture est un thème que je voulais travailler dans l'écriture. Vous peignez aussi, non ? Moi, je ne peins pas. J'ai la chance d'avoir une maman qui peint, par contre. D'accord. Et j'adore la peinture. Alors, raconte, enfin, sans te dévoiler, si c'est un roman, donc il y a une histoire, puisque cette dame, qui a un nom. Elle s'appelle Anna. Anna. Donc, elle peint son dernier tableau, c'est-à-dire, elle peint son dernier tableau parce qu'elle va disparaître ou parce que elle veut plus peindre ? Elle a choisi d'arrêter de peindre parce qu'elle a beaucoup créé dans sa vie et parce qu'à 80 ans, elle pense que c'est le moment venu de... Prendre la retraite ? Voilà, ou en tout cas de s'arrêter, comme des fois des artistes font leur dernier spectacle et s'arrêtent. Elle fait son dernier tableau, elle réunit sa famille en fait, et puis elle dit que ça va marquer un petit peu certainement la fin d'une vie de peintre, mais pas la fin de sa vie. On peut imaginer qu'elle va continuer peut-être à être plus contemplative, elle vit en Bretagne, donc on peut imaginer qu'elle va se nourrir de regarder les ciels bretons, profiter d'autres choses, de la mer, de la plage, des siens, mais en tout cas elle va déposer ses pinceaux. Mais pendant qu'elle peint donc, elle revoit toute sa vie, c'est ça ? Enfin, une partie de sa vie ? Elle revoit une partie de sa vie, elle revoit ses origines. Elle est donc née à Tafraout au Maroc, qui se situe donc dans le sud du Maroc. Elle revoit une partie de sa vie là-bas, elle revoit pourquoi elle a quitté ce pays pour venir en France, pour faire notamment ses études, des études de beaux-arts. Et puis, elle revoit surtout ce qui a constitué finalement l'essentiel de sa vie de femme. En l'occurrence, il y a un thème donc que je voulais explorer dans l'écriture, c'est le thème notamment du désir féminin, qui a plein de variantes et plein de facettes. Le désir féminin, c'est créer des choses, c'est aimer, c'est mettre au monde des enfants, c'est avoir une vie sociale, c'est essayer de s'engager dans le monde. Et voilà, c'est un thème qui est plein de nuances, plein de contradictions, d'ombre et de lumière. Et c'est en tout cas ce thème-là que j'ai choisi pour Belle Lurette. Quand vous avez commencé à écrire ce livre, vous aviez déjà la trame dans la tête ? Comment ça s'est passé ? Déjà le thème, tout ça, comment il est venu ? Il est venu en en découvrant la peinture de deux peintres. La première, c'est Geneviève Haas, qui est une peintre qui est aujourd'hui âgée, qui vit sur l'île aux Moines en Bretagne. J'avais vu donc ses tableaux à une exposition au Centre Georges Pompidou il y a quelques années de cela. J'avais trouvé sa peinture magnifique et sa vie encore plus. Enfin, sa vie tout autant que sa peinture au moins, puisque cette Geneviève Haas a un parcours qui est un très beau parcours. C'est une femme qui a traversé différents contextes, notamment la guerre, et qui a su évoluer dans ses engagements et dans sa peinture. L'autre peintre qui m'a beaucoup marquée, c'est la peintre Najia Mehadji, qui est une peintre qui partage sa vie entre Essaouira au Maroc et puis Paris. Elle a
pareil, une peinture qui est, que moi je trouve absolument magnifique, qui évolue à travers beaucoup de thèmes. C'est une peinture pour moi du geste, du mouvement. Et ces deux femmes peintres m'ont donné envie, en tout cas, m'ont permis de me lancer dans l'écriture de ce roman. Combien de temps vous avez mis pour l'écrire, ce livre? Le premier, il vous a pris combien de temps? Je ne l'avais pas demandé. Aussi, vous nous l'avez dit, vous avez pris votre temps, quoi. Voilà, je pense que les jours blancs, le sujet, je l'ai porté pendant 10 ans, et puis la phase d'écriture en elle-même, peut-être pendant 2 ans. Belle lurette, à peu près 1 an et demi d'écriture, mais déjà avec un sujet qui avait mûri, dans votre tête. Oui. Ouais. Comment on fait quand on a une vie à côté, professionnelle, des enfants, on arrive quand même à s'octroyer des plages d'écriture? Comment ça se passe? C'est plutôt le matin ou le soir? Moi, c'est le soir. Ah, c'est le soir, d'accord. C'est le soir, c'est en journée dans des petits carnets. Je crois qu'on fait comme on fait quand on aime quelque chose, c'est-à-dire on s'attelle à la tâche de façon assez constante, sans me détourner de ces moments-là qui sont importants, en essayant de garder toujours un temps, aussi petit soit-il, pour l'écriture. Sachant que je pense ça dépend peut-être aussi de chaque façon d'écrire, mais moi le fait de ne pas écrire tout le temps, c'est-à-dire d'avoir un travail en journée, finalement ça sert aussi l'écriture parce que les mots et les phrases reposent. Donc il y a ce temps, il y a le temps dans le monde et puis il y a le temps de l'écriture, et les deux se nourrissent. Ça évite de saturer un petit peu de l'écriture, de se ressourcer un petit peu aussi, ne pas toujours être, 7 jours sur 7. Alors vous écrivez au stylo, à l'ordinateur, je sais pas, parce que... Dans les carnets au stylo, la phase de rédaction du manuscrit sur ordinateur. Même si finalement moi j'aime autant les stylos et les feuilles blanches, parce que justement je trouve important, je pense que ce qu'on fait de mieux des fois dans la vie part de choses très simples. Il faut peu de choses, et notamment une feuille blanche, un stylo, c'est ce qu'il y a de mieux, de l'encre. Pour répondre à votre question, oui, je pense que le fait de ne pas écrire tout le temps, pour moi, me permet d'avoir beaucoup de sujets d'écriture. Le fait d'avoir des engagements, d'autres engagements, me permet de revenir à l'écriture avec beaucoup de joie, un peu comme un refuge, un peu comme une autre façon, une autre réalisation de moi-même, certainement. Allez, Hélène Pradas-Billot est avec nous. Restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour parler donc toujours de Belle Lurette, votre deuxième livre, et là c'est un roman. Plus la peine de brancher ta vieille radio FM. Découvre la nouvelle application de Cool Direct. Apple et Android. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cool Direct. Écoutez l'air du Sud en Gascogne, Guyane et Catalogne. Plus, on en fait plus pour vos oreilles que n'importe qui. De retour, donc toujours ici en direct avec Hélène Pradas-Billot, romancière. On parlera de chansons parce que je sais que vous chantez, vous aimez écrire aussi des chansons, de la poésie, mais la chanson, pas que des romans. C'est inévitable de se diriger vers la chanson quand on est romancière, ou c'est un besoin, comment ça se fait? Dans mon cas personnel, en fait, j'aime la musique des mots. Donc la musique, je la retrouve dans les mots, je la retrouve dans les notes aussi. Donc il y a certainement un phrasé des mots qui rejoint le phrasé des lignes mélodiques. Enfin, moi, c'est un langage qui m'est assez familier. Et puis, c'est une chance de pouvoir écrire et de pouvoir composer. Je trouve que ça fait beaucoup de tempérance à un monde où on oublie parfois les choses qui prennent du temps, qui sont un peu gratuites et qui sont belles. Écrivaine, est-ce qu'on dit écrivain ou écrivaine? Telle est la question. Je crois que c'est plutôt masculin, écrivain. C'est masculin, écrivain, d'accord. Qui se combinent mal au féminin, et pourtant... La chanson, donc, pour en revenir, c'est quoi? C'est juste comme ça, c'est... Je crée comme bon me semble et comme les opportunités se présentent. Oui, vous avez écrit des chansons. On va en écouter une juste avant à la fin de cette interview. Ça s'appelle Cache-Cache. On peut en parler de Cache-Cache. C'est quoi? Ça raconte quoi? Cache-Cache, c'est sur les sœurs. C'est une chanson que je voulais sur les sœurs, particulièrement sur
sur la grande sœur. Voilà, je trouvais que c'était un très joli thème. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à écrire autour de cela et des notes à trouver pour arriver à porter les mots. En fait, la composition des chansons, j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai eu la chance certainement de me nourrir de beaucoup de musique depuis très longtemps. Oui, vous avez dit que vous écoutiez la radio, c'est ça, oui, à la maison. La radio, et chez moi, il y a toujours eu des pianos, donc ça c'est quelque chose qui m'a permis aussi de pouvoir jouer un instrument et d'avoir cette chance-là. Ça c'était important et j'ai au final l'une des premières chansons que j'ai composées était en accompagnement du livre Belle Lurette, parce que pour la promotion du livre je trouvais important qu'il y ait une musique. Moi j'aime bien les formes de livres avec des musiques. On trouve ça notamment beaucoup dans la littérature jeunesse ou dans certaines formes de recueils de poésie où on a le recueil, on a en même temps la poésie qui est racontée. Mais j'aime beaucoup moi cette formule parce qu'elle permet à des gens différents soit de se tourner plus vers l'écrit, soit au contraire d'écouter beaucoup plus l'univers de la musique si ça leur parle en fait. La pochette de Belle Lurette, c'est quoi? C'est un arbre, une plume? Bon, on voit pas à la radio. C'est quoi? On voit pas, et c'est un peu des deux. C'est un tableau, donc Najia Meadji a eu la gentillesse d'accepter que un de ces tableaux, moi j'ai dit c'est un arbre plume, soit la couverture du livre. Ça résume bien à la fois le livre en lui-même. Une vie, ça tient comme un arbre et ça tient comme une plume. C'est-à-dire c'est à la fois très fort et puis très fragile finalement. Et je pense que c'est vrai pour toute vie. Il y a aussi dans ce tableau quelque chose qui est l'art du geste, le geste passion. On trouve ça dans beaucoup de métiers. Certainement dans les métiers de la radio, la patience, certainement vous Jean-Marc, ça vous parle beaucoup. On trouve ça dans tous les métiers d'artisans, la patience, le geste, la précision, la méticulosité. On le trouve chez les peintres, on le trouve chez les écrivains, on le trouve dans beaucoup de métiers. Hélène Pradas-Billot avec nous sur Cool Direct dans cette rencontre en Gascogne. Belle Lurette, il a été édité toujours chez la même maison d'édition dont vous êtes fidèle, c'est ça? Oui, toujours au Chèvrefeuille étoilé et toujours avec beaucoup de bonheur. Oui. Alors là, quand le deuxième, alors on l'a pas dit, il est sorti quand ce roman? Il est sorti en quelle année? Belle Lurette est sorti en 2013. Un an après Oui, un an après, effectivement. Le premier. Alors là, est-ce que vous avez vu, j'allais dire, apparaître des nouveaux lecteurs, toujours les mêmes? Comment ça s'est passé? Des lecteurs différents parce que le sujet est différent. J'ai été surprise. C'est un livre, je pensais qu'il s'adressait beaucoup aux femmes. C'est un livre finalement qui a plu à beaucoup d'hommes. Donc c'était pas à proprement parler un roman féminin, pas tel que je l'imaginais en tous les cas. Donc autre histoire, autre lectorat, et c'est aussi l'occasion de rencontres qui sont différentes. Donc là, ces lecteurs, vous les avez rencontrés, vous les rencontrez encore, vous êtes en contact, vous recevez du courrier, comment ça se passe? Alors ça fait beaucoup de questions tout ça. Ça fait beaucoup de questions. Le moment qui est agréable, c'est les rencontres sur des salons. Oui. Vous en faites beaucoup des salons? Alors pas énormément parce que il y a la vie à côté, il y a la vie autour et ce n'est pas forcément facile de se dégager le temps que nécessite l'accompagnement d'un livre. Mais c'est toujours l'occasion de jolis partages. Et puis c'est toujours finalement quand on écrit, c'est important d'avoir un retour par moment sur la façon dont un livre a été perçu. Je crois que c'est Verlaine qui disait qu'un livre, c'est comme un miroir au bord d'un grand chemin. Il reflète ce qu'on veut qu'il reflète et ça échappe complètement à l'auteur. Soit il reflète le chemin, soit il reflète l'herbe qui est juste à côté. Ça nous échappe beaucoup. Donc finalement, quand un lecteur dit ce qu'il a pu y trouver, c'est souvent inattendu et c'est toujours quelque chose qui est touchant. Et ça fait plaisir. Et en bien tant sûr, oui. Écrivain, puisqu'on peut pas dire écrivaine. Ça fait toujours plaisir que votre ouvrage est touché. Voilà. En fait, c'est comme une chanson. Chacun se l'approprie et l'interprète différemment. En fait, oui, c'est ça. Exactement. Il y a
Et c'est certainement une des raisons qui pousse à créer, c'est de partager. Quel que soit le support, quel que soit le support de création, lorsqu'on peut transmettre quelque chose, alors il y a une joie à cela. Hélène Pradas-Bio, notre invitée, donc on va bientôt conclure. C'est Belle Lurette, donc pareil, on peut le trouver donc à la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, donc une maison d'édition à Montpellier. Alors, est-ce qu'on a pensé déjà au troisième là, parce que celui-là est sorti en 2013, donc ça fait 2 ans à peu près. Est-ce qu'on est déjà en train de plancher un petit peu sur un troisième roman ou un troisième livre ? Oui, j'écris exactement je travaille sur un autre projet d'écriture différent, parce que chaque livre qui est édité, c'est aussi formidable parce que ça permet aussi d'évoluer et de passer à un autre sujet. Ça permet d'explorer encore d'autres univers. Et je travaille notamment beaucoup sur l'écriture dans le domaine des organisations de travail, parce que je trouve que c'est un domaine qui est passionnant, et l'écriture peut apporter une forme d'humour dans des univers qui parfois on manque un petit peu, dans des univers qui sont souvent, les univers de travail sont souvent régis par les logiques de rentabilité, d'efficacité, enfin tous ces mots en « et » qui sont assez terribles. Et l'écriture amène un peu de légèreté, autre chose. Voilà, donc vous l'avez commencé à l'écrire ou pas ? Oui, ouais. Il avance. Il avance. Il sera terminé bientôt. En fait, c'est quoi ? C'est l'histoire, j'ai vu quelques c'est l'histoire d'un homme, c'est ça, ou d'une femme ? Ça sera un homme, c'est quoi ? Plutôt un homme. J'aimerais bien cette fois-ci j'aimerais avoir un héros qui soit un homme. Ça permet aussi d'explorer d'autres univers qui ne sont pas directement les miens, évidemment. Et qui sera donc en pleine envie de reconversion, c'est-à-dire qu'il va changer de métier, c'est ça ? Voilà. Je trouve que c'est un thème qui est tout à fait passionnant. J'ai eu la chance moi-même dans mon métier d'accompagner des gens qui souhaitaient se reconvertir ou qui avaient d'autres projets professionnels. Et je trouve que c'est tout à fait passionnant. D'abord, c'est très courageux que des personnes, à des moments donnés, souhaitent aller dans leur travail vers des choses qui les passionnent plus. Je trouve que c'est très courageux de faire ça dans un monde où on peut vite être broyé par des systèmes de travail, par des logiques de gagner sa vie qui finalement des fois sont un petit peu abrutissantes ou lourdes à porter. Et je trouve ça tout à fait passionnant quand des individus se réveillent pour essayer de suivre un chemin qui est juste le leur. Et c'est de très beaux thèmes, je trouve, d'écriture, parce que on peut explorer beaucoup de sujets à travers ça, le sujet du rêve, le sujet de la résistance de l'être humain, qui choisit son chemin et non pas le chemin qu'on veut lui dicter. Le chemin aussi de se réinventer, de ne pas subir ce qu'on veut, pour une personne. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont associés à cela. Ce qui veut dire que dans le parcours de votre personnage, il y aura des hauts et des bas, quoi. Oui, des fluctuations, ouais. Exactement. Mais une vie, c'est fait de ça. Exactement. Alors ça, vous pensez il sera après quand ce prochain, vous savez pas, dès que... C'est un peu le mystère de l'élaboration d'un livre. J'espère assez au cours des prochains mois, j'espère prochainement. 2016, quoi. C'est bientôt. Voilà, 2016, 2017. Ah oui, c'est déjà un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Il faut prendre le temps des choses. Ben vous le prenez, mais Hélène Pradas-Bio, vous le prenez. Donc, comment c'est perçu par la famille le fait qu'il y ait une romancière, une écrivain ou un écrivain? C'est perçu comment Je crois que c'est perçu évidemment, puisque moi j'ai toujours écrit. Donc finalement, c'est un prolongement. Je m'exprime beaucoup par l'écriture. Donc pour ma famille, je crois que c'est assez évident que je m'exprime comme ça. Je crois que c'est perçu très très simplement et avec beaucoup de bienveillance. Alors, le livre, les 2 livres dont on a parlé, celui-ci Belle Lurette et Le Jour Blanc.
On peut les trouver ici en Lot-et-Garonne, chez Martin Delbert par exemple, parce que je sais que c'est une librairie, d'ailleurs c'est la seule je crois qu'il y a sur Agen, sur lequel on peut éventuellement trouver vos livres. Oui. Tout à fait, chez Martin Delbert, et puis on peut le commander dans n'importe quelle librairie, et puis directement auprès de la maison d'édition en effet. Est-ce que vous avez des lecteurs du Lot-et-Garonne ? Oui, j'ai des lecteurs du Lot-et-Garonne, quelques inconnus, et puis des personnes que je connais aussi, des anciens professeurs notamment, que j'ai retrouvés à cette occasion. Ça m'a fait, c'était puisque c'est notamment un professeur de français qui m'a quand même appris beaucoup le français. Je trouve que c'est très touchant pour moi. Ouais, j'étais très touchée. Merci, donc c'était Hélène Pradas-Biot, donc Belle Lurette, donc votre roman dont on a parlé aujourd'hui dans cette émission, et puis on avait parlé chansons également. On va terminer avec Cache-Cache, donc cette chanson que vous avez écrite, c'est la seule que vous avez écrite ou vous en avez écrite d'autres composées, parce que vous composez aussi? Oui, j'ai écrit plusieurs chansons, effectivement, j'ai dû composer, je sais plus, 5-6 chansons qui sont diffusées aujourd'hui, voilà. Oui. Et bien on va terminer donc avec celle-ci, Cache-Cache, Hélène Pradas-Biot. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct et bonne continuation. Et puis revenez peut-être avant 2017 pour parler du troisième livre qui sera toujours édité, J'espère. Vous espérez quoi? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Jean-Marc. Merci Hélène et bonne continuation. Au revoir. Merci. Une sœur, c'est déjà du soleil à plein bras. C'est un ancien chemin qui s'ouvre avant soi. C'est comme prendre un train qui ne s'en irait pas. Ça efface les frayeurs qui s'approchent de moi. Une partie de cache-cache et un jeu de ping-pong. La pluie met sans les flaques. C'est une claque qui fait flop. Nos âges crapahutent en se tenant la main. On abrite nos rêves sous des huttes d'Indiens. Une sœur conséquente, ça édicte les lois. C'est si tendre, ça s'effondre, mais ça tient toujours droit. Ça soutient des charpentes, des maisons de bois blond. Ça fait doux le ciment et entre nous les ponts. Une partie de cache-cache et un jeu de ping-pong. La pluie met sans les flaques. C'est une claque qui fait flop. Nos âges crapahutent en se donnant la main. On abrite nos rêves sous des huttes d'Indiens. Une sœur, c'est une fleur qui jamais ne s'effeuille. Un clin d'œil qui se glisse quand la lumière s'endeuille. Ça manque d'oxygène quand se brise une pierre. Ça roule le tonnerre quand il manque un repère. Une partie de cache-cache et un jeu de ping-pong. La pluie met sans les flaques. C'est une claque qui fait flop. Nos âges crapahutent en se tenant la main. On abrite nos rêves sous des huttes d'Indiens. Être sœur, ça accroche les cerises aux oreilles. Ça refuse d'être vieille, ça boit le vin des treilles. Ça se fait belle comme un bal, ça se prête les habits, ça donne le signal pour sortir dans la nuit. Une partie de cache-cache et un jeu de ping-pong. Les marelles sont belles quand elles nous correspondent. On s'attend, on s'élance, on revient, on se devance. Un air de ressemblance fait notre différence. Une sœur, ça se dit ce qu'elle veut bien nous dire. Ça veut rester une reine, c'est jamais à la traîne. Ça voudrait changer de rôle, ça le garde quand même. Ça retrouve sa place sur la route qu'elle mène. Ça souffle les bougies, ça déboule dans la vie. Ça donne des conseils à des instants complices. Ça demande un avis sans se tromper de voix. Ça vole dans les plumes en ouvrant grand les bras. Une partie de cache-cache et un jeu de ping-pong.
Les marelles sont belles quand elles nous correspondent. On s'attend, on s'élance, on revient, on se devance. Un air de ressemblance fait notre différence. C'était Rencontre en Gascogne sur Cool Direct.